C'est parti. Madame Aïssata Fané, bonjour. Bonjour. Ça va? Enchantée, ravie de te revoir. Ouais. Tanguy. Ravi également. Ravi à plusieurs égards. Je dis très souvent dans les podcasts que je suis content de recevoir mes invités. Mais là, encore plus parce que, en fait, ça fait, depuis que vous êtes arrivé, on vous observe. Et on se dit, non, faut qu'on rentre dans la tête de Savane et Mousson. C'est un passage obligatoire, en gros, pour nous. Je me disais, je peux pas faire un podcast sur l'entrepreneuriat ambitieux, en France, dans la diaspora, sans vous avoir. Parce que pour moi, vous êtes un peu le symbole, tu vois. C'est gentil, là. Les symboles c'est de trop l'ambition. d'honneur, là. Non, sérieux, franchement, dans le business, en tout cas, comment vous déployez et tout, je pense que vous avez, rabattu les cartes et tout. Vous avez fait un vrai taf. Donc, C'est gentil, voilà. gentil. Mais c'est vraiment très, très gentil ce que tu dis. Non, c'est réel. En tout cas, ça vient du cœur. Et j'ai vraiment envie de savoir, de rentrer dans la tête de Savane et Mousson, de comprendre d'où vient cette ambition débordante que vous avez, comment vous en êtes à construire tous ces restaurants, à développer, déployer. Où est-ce que vous trouvez cette énergie? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu bois 2 cafés pour pouvoir tenir, tu vois. Il y a trop d'énergie. Donc, la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. C'est quoi, toi, ton ambition, ton Kalimandjaro, cette montagne-là que tu cherches à gravir? Alors, franchement, l'ambition, ça se définirait pas, en fait, si je racontais pas un peu plus qui je suis et quel est mon parcours un peu de vie. Je pense que je suis une personne qui aime vraiment beaucoup les défis, les challenges, et j'ai toujours aimé ce qui était dur ou difficilement atteignable. D'accord. Du coup, quand on regarde un peu qui est Aïssata et comment elle s'est construite, c'est vraiment une personne qui s'est construite en se disant ah là c'est pas possible d'y aller, il faut absolument que j'y aille. D'accord. Il faut absolument que j'arrive à atteindre ce niveau-là parce que du coup je vois que c'est difficile. Et on le voit dans mon parcours académique, dans mon parcours scolaire. J'ai toujours voulu être déjà parmi les premiers de ma classe, j'ai toujours voulu avoir les meilleures écoles, j'ai toujours voulu avoir les meilleurs diplômes, les meilleurs trucs. Je suis une personne qui de nature aime la difficulté. Ça veut pas dire que j'aime la compétition nécessairement, parce que je me sentais jamais en compétition nécessairement avec des personnes, mais je me disais toujours, pour moi-même, j'ai besoin de viser l'excellence pour pouvoir vraiment me réaliser. Et petit à petit, j'ai pris plaisir à ça et je me suis dit, mais en fait, j'aime trop ça et j'aime trop la sensation d'être arrivée à l'endroit où je me suis fixée pour objectif d'aller. Ok. Et du coup, en fait, je me suis découvert que c'était ça l'ambition finalement. C'était ça le truc. En fait, je suis une personne qui de nature est audacieuse. J'ose plein de choses. J'ai vraiment pas peur de tenter des choses. J'ai pas peur de tomber de là où je vais. Et derrière, j'aime relever des nouveaux défis. J'aime pas la routine. Et j'aime justement me lancer des nouveaux défis, de nouveaux challenges. C'est ça qui m'anime au quotidien. Dès que j'ai l'impression d'avoir atteint le point critique, le point où je voulais aller, je me dis mais en fait c'était trop facile alors que c'était dur. Je me dis c'est trop facile. Quelle est la Tu vas aller chercher à chaque fois le truc d'après. Quelle est la next step? Et ça vient d'où? Tu l'as un peu questionné ça, de savoir d'où ça venait? Franchement, je me dis que ça vient de peut-être mes parents. Ils m'ont toujours encouragée dans tout ce que je faisais. J'ai toujours été en gros la petite fille modèle, un peu la fierté de la famille parce que du coup je suis la seule à avoir fait un aussi bon parcours scolaire académique et je vois dans leurs yeux que plus je repousse mes limites, plus ils sont fiers. Et du coup, peut-être que la première fois où j'ai vu que mes parents étaient fiers de moi, je me suis dit ah ça m'a fait tellement du bien que finalement j'essaie toujours de retrouver cette sensation même si c'est toujours plus difficile parce qu'ils se disent bon elle de toute façon c'est bon tu vois genre elle se débrouille mais je sais que c'est quelque chose qui me marque beaucoup le rapport que j'ai avec mes parents avec ma mère c'est vraiment hyper important qu'ils soient toujours fiers de moi toujours derrière moi et même s'ils le disent pas et je pense que c'est ça qui fait que justement je cherche toujours à essayer d'aller plus loin même s'ils le disent pas forcément je sais qu'ils le pensent et ça me nourrit au quotidien. Ta mère je crois quand il y avait un événement là où tu étais venu avec elle non elle bosse avec vous? Ouais, ma mère elle a rejoint l'équipe au mois de décembre dernier. Ok. Et effectivement je l'avais amenée à un événement parce que en fait elle travaille avec nous sur plein de choses, sur des recettes, sur des idées, sur
des nouveaux projets. Elle disait voilà où elle voyait Savane et Mousson. Du coup, c'est comme si elle avait toujours travaillé dans l'ombre avec ses idées, ses projets et tout, mais finalement que son travail n'était jamais vraiment reconnu. Et moi, j'ai décidé que non, en fait, elle faisait partie intégrante pour moi de plein de choses, de plein de recettes. Elle avait donné sa patte à plein de choses, notamment à plusieurs recettes du livre de recettes qu'on a écrit. Okay. Donc, je me suis dit, mais tu peux pas rester dans l'ombre. C'est pas possible, tu vois. Et elle était là, non, je sais pas. Elle voulait pas. C'était la Sorority Award. C'était la Sorority Award, exactement. C'était en fin d'année dernière, je crois, ou début d'année, je sais plus exactement. Exactement. C'était un concours qui avait été organisé, donc on avait participé. On avait terminé 3e, je crois, de ce concours. Mais sur la scène, je lui avais proposé de enfin arrêter de cacher le fait que finalement elle travaillait dans l'ombre et que justement il fallait qu'elle rejoigne le devant de la scène parce que c'est la place qu'elle mérite. Et pour moi, c'était genre un des plus beaux moments pour moi parce que j'aurais été là, oui, ok, je viens et tout. Et j'avais trop kiffé. C'était trop bien. Et j'imagine. Et là, du coup, elle travaille avec nous dans le tout nouveau restaurant de Savane et Mousson, d'ailleurs, dans le restaurant d'Anguin-les-Bains. Anguin-les-Bains? Okay. Anguin-les-Bains, une grosse ouverture pour nous. C'est un de nos plus gros établissements. En termes de couvert, c'est géant, hein. Tout ce que j'entends, ça a l'air grand. C'est énorme. La cuisine aussi est géniale parce que elle permet à la fois de faire de la restauration, mais aussi de l'événementiel. Okay. Donc c'est sur cette partie-là qu'elle nous aide beaucoup. Donc dès qu'il y a des grosses productions événementielles à faire, vu que moi de base mes parents ils habitent dans le 95, c'est hyper pratique pour moi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis aventurée à prendre un restaurant qui est aussi loin de nos cuisines centrales qui sont à Saint-Maur-des-Fossés pour pouvoir justement donner l'opportunité à ma mère de pouvoir avoir un point de vente à gérer, en tout cas sur la partie cuisine, qui est pas trop loin de chez nous et qui pour moi est genre 100% maîtrisé. Enfin, je lui fais confiance les yeux fermés pour tout ce qui est production, cuisine, etc. Et surtout, ce sont des volumes qui sont énormes. Et donc, je me voyais pas confier autant de production à une personne que je connaissais pas. Et du coup, pour moi, c'était tout naturel qu'elle rejoigne tout ça. Et je suis hyper fière de pouvoir redistribuer ce que j'ai construit avec ma mère. J'imagine, vivre ça avec elle, c'est fort. Énorme. Et combien de couverts à Anguin? On est sur 150 couverts assis. Okay. Et en événement, on peut monter à beaucoup plus. On n'a encore jamais testé le format debout, mais je sais que debout, ça peut monter à 200, 220 personnes. D'accord. C'est quand même... Et quand t'étais petite, tu voulais faire quoi comme boulot? Non mais alors là, si je te disais... Ça m'intéresse. Quand j'étais petite... Non mais tu vas rigoler. Parce que quand j'étais petite, je crois que je voulais être vétérinaire. Alors je sais même pas pourquoi. Parce que j'ai trop peur des animaux. Donc tu vas comprendre pourquoi je voulais être vétérinaire. Mes parents ils m'expliquent que quand j'étais petite, je voulais grave être vétérinaire. Et moi je disais c'est pas possible, je comprends pas. J'avais grave peur des animaux. Donc comment j'ai pu vous dire de telles choses? Et ils étaient persuadés que si. Mais en fait... plus j'ai grandi et en tout cas mes derniers souvenirs de ce que je voulais être quand j'ai commencé à être étudiante, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde, etc. Mon projet professionnel c'était de faire quelque chose en lien avec l'Afrique. Je me disais il faut absolument dans ma vie qu'il y ait un lien avec l'Afrique. Dans mon projet professionnel il faut absolument qu'il y ait un lien avec l'Afrique. D'accord. Au départ je voulais travailler en tant que chef de projet sur des projets de financement en Afrique. Donc, je faisais des études internationales à Sciences Po Paris pour tout ce qui est financement de projet, gestion de projet. J'avais postulé dans des organismes comme l'ONU et plus particulièrement la branche finance de l'ONU pour pouvoir justement gérer des subventions de projets en Afrique. Mais je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, quand j'étais à Sciences Po, j'ai rencontré des gens qui faisaient exactement ça. Et genre qui m'ont pas dégoûté mais qui m'ont donné la réalité de l'envers du métier et qui me disaient qu'en gros même quand tu lèves des subventions, même quand tu fais quelque chose à la destination de l'Afrique, même quand tu lèves des gros financements pour les projets, bah c'est pas sûr finalement que le projet il aboutisse. Du coup c'est plus satisfaisant pour toi de dire voilà j'ai réussi à obtenir tant de subventions pour tel projet, mais derrière concrètement dans la réalisation il y a pas grand chose qui se passe. Et ça m'avait vraiment dérangé et je me disais mais du coup, tu fais ça, tu sais que le projet, il aboutit pas, et tu continues. Ouais. C'est dommage. Et la personne, elle me disait, bah oui, mais, enfin, c'est le job, tu vois, et du coup, faut le vouloir. Et ça, j'avais pas du tout accepté. Et moi, je faisais ce double diplôme entre Sciences Po et l'EM Lyon. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, si tu veux vraiment, marquer le coup, si tu veux vraiment changer, le regard ou la perception des gens au niveau sur l'Afrique, il faut que tu le fasses par toi-même
soit en entreprenant, soit en faisant quelque chose avec des actions concrètes qui vont vraiment pouvoir avoir un impact, parce que les grands organismes, les grands fonds, les machins, ok, tu peux les avoir, entre guillemets, enfin, j'ai les diplômes pour, j'ai les connaissances pour, j'avais les contacts pour, mais ça m'a pas forcément donné envie parce que je savais que c'était, entre guillemets, un peu bullshit, tu vois. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire par moi-même et que mon projet allait nécessairement concerner l'Afrique. Et il serait plus impactant directement, quoi. Impactant c'est ça. À ce moment-là, si je faisais un truc par moi-même et que, ne serait-ce que changer les mentalités et la perception des gens sur la restauration africaine, pour moi, c'était essentiel. Changer aussi nos rôles modèles, parce que finalement, il n'y avait pas forcément de personnes à qui on pouvait s'identifier, voilà, en tant que femme, noire, dans les business. J'avais pas grand monde à qui m'assimiler. Et je me suis dit que j'allais essayer de changer les choses à ce niveau-là, et que peut-être que mon histoire, mon parcours, mes inspirations pourront donner envie à d'autres personnes de se lancer et de voir que c'est possible, en fait, avec beaucoup de travail, évidemment, et beaucoup de motivation. Il est possible de se créer une place dans un monde qui est déjà en place. Et une fois que c'est fait, il faut pousser pour vraiment changer les mentalités et bousculer les normes qui sont déjà en place. Et le jour 1 de Savane et Mousson, du coup, c'est quoi? À quel moment vous vous êtes dit, bon, là, c'est ça qu'on va faire? Franchement, le jour 1 de Savane et Mousson, c'est une belle aventure. C'est le plus beau moment de Savane et Mousson, parce que moi, du coup, je réfléchissais à ce que je pouvais faire, du coup, comme projet entrepreneurial. J'avais un cours à l'EM Lyon qui était axé entrepreneuriat. Il fallait créer des business plans, des machins et tout. Et moi, je me disais, en vrai, voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour rigoler. Finalement, c'est pas du tout une blague, parce que 4 ans après, on se retrouve avec tout ça. Donc, je présente un projet à mon prof, qui est de créer les premiers sushis afro-asiatiques, parce que je me disais que c'était la meilleure manière de mettre en lumière des rapports qui existaient entre les continents africains et asiatiques, parce qu'aussi il faut savoir que je suis passionnée du continent asiatique et de leur développement et de tout ce qu'ils ont réalisé, et de la cohésion aussi qu'il y a en Asie dans le peuple. Et je trouve que c'était similaire un peu à ce qu'on essaie de faire avec l'Afrique, le fait qu'il y ait beaucoup de soutien entre les business afro, les choses comme ça. Je me disais c'est un peu similaire. Par contre, quand tu dis Asie, c'est au sens large. C'est au sens large. Il y avait pas de pays particulier. Non, il y avait pas de pays particulier. Souvent, c'est le Japon, tu vois, ou. Non, il y avait pas de pays particulier à l'époque. Mais je me disais, franchement, le continent asiatique a démontré que malgré plusieurs choses dans leur histoire, ils ont quand même réussi à prendre le contre-pied et à se développer massivement. Et je me disais que l'Afrique allait sûrement connaître le même chemin à force de travail et d'ambition. On allait pouvoir se libérer de tout de notre passé et de pouvoir avancer le plus loin possible. Et je me disais l'Asie a une belle histoire, et j'étais passionnée par ça. Je me disais je m'intéressais au continent asiatique et je regardais un peu les ingrédients qui étaient possibles sur le continent asiatique et qu'est-ce qui se faisait. Et je me suis rendue en Asie, d'ailleurs, dans le cadre d'un stage. J'ai beaucoup mangé là-bas. Beaucoup. Ok, où ça? Je suis allée partout. Enfin, je suis allée à Singapour, parce que j'étais basée là-bas pour mon stage en finance chez Airbus. Et en fait, comme je travaillais chez Airbus, je devais aller implémenter d'autres process dans d'autres pays asiatiques. Du coup, je me suis rendue au Japon, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, à Taïwan. Enfin, j'ai vraiment globe-trotté partout, et du coup, c'est pour ça que je disais j'ai beaucoup mangé. Et en mangeant. T'es partie professionnellement ou t'es partie parce que souvent les gens. Au Japon, c'était professionnel. Ouais. Les autres voyages, c'était purement récréatif. C'était pour moi. Mais c'est des pays avec qui on avait l'habitude de travailler, vu que Singapour était le hub de l'Asie, en tout cas sur le plan aérien. On avait beaucoup d'interactions avec les autres pays d'Asie Pacifique. Tout ça, c'était vraiment passionnant pour moi. J'ai vraiment découvert à ce moment-là le continent. Et tu connaissais Singapour avant d'y aller? Non, je connaissais pas du tout Singapour. Dans les exemples de pays dont il faudrait s'inspirer, Singapour revient souvent. Ouais, franchement, Singapour,
ça a été un déclic pour moi parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que les communautés soient différentes, on a des Indiens, on a des Chinois, on a des Malais, on a des Thaïs qui habitent tous ensemble, les religions sont différentes, etc. Et ben il y a une vraie cohésion, c'est hyper cosmopolite. T'as plein aussi d'expats finalement qui rendent ce melting pot hyper intéressant à voir, et c'était vraiment juste trop beau à voir. T'avais pas de tension ethnique ni religieuse ou quoi que ce soit au sein du pays, et je trouve que c'était un très beau message, tu vois. Quand j'étais là-bas, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, il y avait pas de problème mais d'où est-ce que tu viens, enfin c'était pas du tout la première question qu'on me posait, au contraire. D'accord. Et je me sentais vraiment bien dans ce pays, et du coup une belle source d'inspiration, notamment au niveau du business et aussi de la food, parce que t'avais énormément de food court à Singapour, où c'est des endroits où t'avais plein de types de cuisine qui étaient rassemblés, et dans un seul et même endroit, tu pouvais avoir une diversité culinaire monstrueuse, et avoir en avoir pour ton argent et pour tes papilles, quoi. C'était vraiment un régal à ce niveau-là. Donc je me suis vraiment beaucoup inspirée de tout ça. Je suis revenue avec beaucoup d'idées, du coup, de business à développer. Et au final, je me suis orientée vers la food parce que c'est ce qui m'avait le plus marqué. Les saveurs, les couleurs, les odeurs. C'était vraiment, pour moi, un truc qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment plu. D'accord. Le jour 1, alors? Le jour 1, désolé. Il n'y a pas de souci. Le jour 1 de Savane et Mousson, on s'est lancé, du coup, comme je t'ai dit, à l'école. Ouais. C'était dans le cadre d'un projet scolaire. Vous étiez en quelle année? On était, si je ne me trompe pas, en Master 1. D'accord. Avant-dernière année. 23 ans. D'accord. Et il fallait absolument qu'on valide cette matière-là, parce que moi, ça m'embêtait. Je me disais, punaise, j'ai pas d'idée. Et du coup, à ce moment-là, il fallait que je vienne avec une idée. Et je me rappelle de ce voyage-là que j'ai fait, des ingrédients communs qui existent entre l'Afrique et l'Asie. Et je propose ça à mon prof de l'époque. Je lui propose cette recette-là, le fait que j'ai envie de faire des sushis afro-asiatiques. Mais le gars, il trouve que c'est de la bombe. Genre, il se dit, mais c'est un truc de malade et tout. Et genre, il me met une super note et tout. Bref, je lui fais des prototypes de sushis, et il goûte et il se dit, mais tu les as fabriqués incroyable. Et tout. Ah oui, non, mais il fallait aller au bout du truc. Ah, ok. Non, par contre, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment jusqu'au bout. J'ai vraiment ramené l'échantillon, le business plan, comment je voyais les choses, etc. Et lui, à l'époque, il m'avait conseillé, en fait, de ne pas me lancer en restaurant, ni en traiteur, ni rien du tout. Il m'avait dit, en fait, toi, ton secret, c'est tes sauces. Et donc, tu devrais vendre tes sauces à des restaurants de sushi, parce que les restaurants de sushi, aujourd'hui, ils sont en déclin. Et donc, eux, ils ont besoin d'un truc pour innover un petit peu. Et donc, tu viens et tu leur délivres les sauces. Et moi, j'étais là, mais c'est dommage quand même. Genre, je fais tout ça. C'est la moitié du business, quoi. Je leur donne des sauces. Et eux, après, leur business, il est florissant. Et ils ont tout le truc, tu vois. Je me disais, c'est dommage. Mais lui, il me dit, non, mais tu te rends pas compte du potentiel du truc, etc., etc. Et moi, je lui dis, non, mais tu sais, je fais ça, mais c'était juste pour le partiel, tu vois. Ah, il y a pas de projet à ce moment-là, toi, tu voulais pas faire un business derrière. Au départ, je voulais pas du tout faire de projet dans ce style-là. Et je me disais surtout, je suis encore à l'école et j'ai encore d'autres diplômes en cours, tu vois. Et je me disais, mais enfin, c'est trop coûteux pour moi. Comment je vais financer tout ça et tout. À ce moment-là, je me dis, tu sais, c'est vraiment juste pour là, arrête d'essayer de t'emballer et tout ça. Sauf que Julien entend parler de ça. Il dit banco. Mais t'es une grande malade de laisser ça sur le côté. Moi, j'ai envie de rejoindre cette aventure-là. Et moi aussi, quand j'étais au Sénégal, j'ai trouvé, parce que lui, pendant que moi j'étais en Asie, il était au Sénégal, j'ai trouvé énormément de choses communes que je pourrais te citer. Et là, il commence à me dérouler des choses, etc. Et on commence à penser encore à d'autres recettes. Et je me dis, non, c'est pas possible. Du coup, ce que j'avais vu, il y a une autre personne qui l'a vu aussi. Et il y a énormément de choses à développer sur ce principe-là. D'accord. Et donc, on se lance, je crois que c'était le 17 mars 2019. Et on se lance lors d'un festival qui s'appelle le Festival international du sushi. Ok. Et c'était notre premier événement, et on n'avait pas de business plan en tête, on n'avait rien, enfin à part celui que j'avais fait en classe, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais présenté en classe, parce que du coup on avait un business plan, certes, mais c'était pour vendre des sauces, et là on était vraiment en vente directe avec le consommateur sur un festival international de sushi.
Et ce jour-là, c'est la première fois qu'on gagnait de l'argent d'ailleurs. On a fait notre premier chiffre d'affaires qui était de 4 000 € à l'époque. Et pour nous, c'était pour des sushis, c'est cool. C'est pas possible. Genre, on a vraiment vendu 4 000 €. En fait, vous avez validé la thèse, quoi. Voilà, exactement. C'est notre première preuve de concept. On avait des retours clients qui étaient dingues et surtout ce jour-là on avait été élu stand coup de cœur du salon en question qui était à Vincennes. Et je me disais c'est pas possible. Genre c'est quand même trop beau pour être vrai. Et en plus à l'époque ils nous avaient laissé postuler à la dernière minute, donc on avait une semaine pour se préparer à cet événement-là. On avait vraiment postulé à la dernière minute et du coup ils nous avaient pas demandé tout ce qui était cabis ni rien, etc. au départ. Mais après, comme c'était eux qui avaient encaissé l'argent pour nous sous format de jetons, ils nous ont dit pour verser l'argent, donnez-nous votre cabis et votre RIB de société et tout. Nous on se regarde, on est là, merde, là il faut absolument y a pas de boîte. Créer une société et pouvoir encaisser nos premiers sous. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. On s'est lancé vraiment parce que on a senti qu'il y avait un truc et qu'on a vraiment cru en nous, en notre projet et qu'on a vraiment eu cette preuve de concept à ce moment-là. D'accord. Et donc, qui a eu l'idée Savane et Mousson. Vous avez dit déjà le nom? Le nom, c'est Julien. Par contre, ça, je lui donne tout le nom du truc. Moi, je voulais appeler la boîte d'un tout autre nom. Il se moquait de moi comme pas possible. Et il disait, non, il faut un nom qui soit intriguant, mais qui à la fois rappelle l'Afrique et l'Asie. La savane, c'est pour l'Afrique. La mousson, c'est pour l'Asie. Et notre logo, c'est vraiment un éléphant parce que c'est l'animal qui est commun aux deux continents. C'est vrai. Et donc il disait mais c'est vraiment le meilleur animal pour pouvoir représenter la marque parce que c'est un animal qui plaît, qui est doux, il est sympa l'éléphant et donc c'est notre image. On est vraiment des personnes qui sommes on a un tempérament calme mais qui sommes vraiment déterminés, ambitieux, etc. L'éléphant c'était vraiment parfait pour incarner tout ça. C'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée. Et donc 17 mars 19 mars ouais. Mars, ouais. Non, 17 mars 2019. Ouais, 2019, ouais. 17 mars 2019. Vous êtes encore étudiant. Ouais. Donc là, vous avez fait ce premier événement. Et vous vous retrouvez à lancer votre boîte et donc à faire des activités alors que vous étiez encore étudiant. Ouais, c'était Comment très, vous avez très géré les deux? C'était très chaud parce que du coup, comme je disais, on n'avait pas d'argent. On était étudiants en stage en plus. Moi, je me rappelle, je travaillais pour le groupe Altran en tant que chef de projet de stratégie chez Altran et Julien travaillait chez BNP en financement structuré. D'accord. En stage. Et c'est des stages qui étaient très prenants. Je me rappelle, je commençais peut-être à 8h30, je finissais rarement avant 22h, 22h30. Et à côté de ça, je voulais absolument lancer Savane et Mousson parce qu'une fois que tu crées ta société, après, derrière, comme tu dis, t'es ambitieux, t'as envie de prouver que t'as quelque chose à faire dans ce monde. Et donc, à ce moment-là, on se dit, c'est impossible d'ouvrir un restaurant parce que restaurant, ça veut dire être là tous les jours. Y a pas de coupure. Enfin, tu dois être là à midi et servir le midi. Tu dois être là le soir et servir le soir. Et nous, avec notre emploi du temps, c'était impossible. C'est comme ça qu'est venu le canal de vente traiteur. D'accord. Ce qui était génial avec le traiteur, c'est que tu pouvais choisir les dates auxquelles tu peux ou tu peux pas. Le client, il te dit, voilà, je veux un événement, telle date. Nous, si on pouvait, on le faisait. Ouais. Si on pouvait pas, on le faisait pas, tu vois. D'accord. Et il y avait des moments où, évidemment, on avait des partiels, on avait des rendus, des trucs. Du coup, tous ces moments-là, on prenait pas de prestation traiteur. Et ça nous permettait aussi d'accumuler de la trésorerie de manière hyper smart parce que, en fait, quand tu signes une prestation de traiteur, la personne doit te verser un acompte de environ 30% du montant du devis. Grâce à ces 30%, on pouvait acheter les matières premières, avancer les sous et de cette manière-là, pouvoir honorer la prestation. À ce moment-là aussi, il faut savoir qu'on n'avait pas de locaux à proprement parler, pas de loyer. On avait un local, oui, mais c'était une sorte de cuisine aménagée dans le jardin de la grand-mère de Julien. Elle avait elle-même un mini labo qui était là. Du coup, on s'est dit top. Et donc on utilisait son labo à titre gratuit. Et donc ça nous a vraiment énormément aidé. Quand on se lance, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, mais le fait d'avoir déjà une cuisine aménagée, équipée, c'était pour nous génial.
Et donc, on pouvait réaliser les prestations à ce moment-là. On s'est formé sur tout ce qui était normes d'hygiène. On a fait les formations en parallèle de nos études parce que ça ne nous prenait pas non plus énormément de temps. Et c'est là aussi où est entrée en ligne de compte toutes nos connaissances sur la cuisine. Parce que ce que je voulais te dire, c'est que quand j'étais petite, je cuisinais beaucoup avec ma mère. Okay. Et donc, moi, de base, j'ai pas forcément de diplôme ou de formation en cuisine, mais je cuisinais déjà beaucoup avec ma mère et j'aimais beaucoup ça, tu vois. D'accord. Donc, pour créer les recettes, c'est à ce moment-là que ma mère est rentrée en ligne de compte. Je voulais absolument qu'elle valide les goûts. Enfin, je me disais, si ma mère, elle dit que c'est pas bon, c'est pas possible. Enfin, on s'arrête tout de suite, tu vois, on change la recette directe. Et donc, toutes les premières recettes, on les a créées ensemble avec Julien. Et ensuite, on faisait valider par ma mère au départ. Ensuite, on a trouvé un chef qui était hyper chaud pour nous accompagner. Il était meilleur ouvrier de France sur la pâtisserie et donc il validait nos goûts. Et il assaisonnait, il disait voilà, moi je vois plus ça, jusqu'à trouver des recettes qui sont les recettes qu'on connaît aujourd'hui et jusqu'à affiner les goûts. Et le fait de pouvoir faire ça en traiteur, c'était cool parce qu'on pouvait tester nos nouvelles créations sur un grand nombre de personnes à un moment donné. C'est-à-dire que quand on avait une prestation, 150 personnes, t'avais 150 personnes qui te faisaient un retour en direct sur ta recette, tu vois. Ça, c'était génial pour avancer. Tu crées un nouveau truc, tu peux le tester sur 150 personnes direct. Ça, c'est magnifique. Et à ce moment-là, c'est là où on s'était donné une discipline. On invente 2 recettes par mois, une sucrée, une salée. Et ça, on a fait ça pendant 1 an. Et à la fin, on avait un carnet de recettes énorme. Ouais. Et les recettes sortent de vos têtes, en général. Ouais, alors les recettes, elles sortent. C'est vraiment purement des produits de Aïssata et de Julien. Jusqu'au jour où, justement, on a eu plus d'argent pour pouvoir nous-mêmes recruter des chefs, etc., etc. Et là, aujourd'hui, nos chefs, eux, ils peuvent créer des recettes à partir de notre mercurial produit. Ils peuvent s'amuser avec les produits communs entre l'Afrique et l'Asie. Enfin, ils sont carte blanche. Ils peuvent maintenant, c'est plus vous qui créez les recettes. Vous êtes accompagnés en Exactement. Là, maintenant, aujourd'hui, on crée plus les recettes. On donne la validation sur telle ou telle chose quand elle sort. Mais au départ, les recettes de base, c'était toutes les recettes de Aïssata et de Julien. D'accord. Et tout de suite, je me pose la question, chef de projet stratégie, moi j'adore la strat. En quoi ça t'a aidé dans ton activité? Ça m'a appris la rigueur. Ouais. Franchement, tu peux pas être entrepreneur si tu n'as pas une vision d'ensemble, si tu n'as pas une discipline sur l'ordre dans lequel il faut faire les choses, si tu n'as pas une vision claire sur quels sont tes besoins. En fait, t'as envie de lancer un projet, mais t'as besoin de quoi concrètement pour pouvoir lancer ton projet? Et ça, il faut pouvoir prendre le temps de se poser et de lister en fait tout ce qui est tout ce dont t'as besoin, combien ça va te coûter, pourquoi, quand, et si tout de suite tu n'as pas l'argent pour pouvoir le faire, comment tu peux, entre guillemets, bootstrapper cette chose-là pour pouvoir au moins avoir une mini-version de ce que tu aimerais avoir plus tard, la tester, voir déjà si ça marche, et là, investir dans ce bootstrap que tu as déjà créé. Et Savane et Mousson, ça a toujours été ça. D'accord. On n'a jamais pris aucun risque financier si on n'avait pas testé en version bootstrap. Exactement. Bootstrap, pour les gens qui connaissent pas, c'est le fait de démarrer sans financement externe, quoi, avec ses propres moyens et construire petit à petit. Ah oui, non, c'était vraiment ça. Le traiteur, on a commencé, comme je disais, avec une cuisine prêtée, etc., etc. Là, tu vois que ça marche. Ok, là, tu vas chercher des financements. Et là, quand tu vas chercher des financements, t'es beaucoup plus crédible vis-à-vis de la banque parce que tu peux déjà leur dire, j'ai eu tel et tel client. Nous, quand on est parti prendre notre premier prêt bancaire à la banque, je me rappelle, c'était via le réseau Entreprendre, que d'ailleurs, je recommande à tout entrepreneur. D'accord. Le réseau Entreprendre, on est arrivé, on avait déjà signé des prestations pour Facebook, Amazon, l'ambassade des États-Unis. Enfin, ils se disaient, non mais eux, enfin, t'as vu, genre, je leur donne, tu vois, y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, sans argent, ces gens-là ont réussi à convaincre tel et tel client et ces clients-là sont archi contents, ils leur ont fait confiance, ils leur recommandent des prestations, j'ai tout intérêt à les soutenir et je sais que derrière, ils vont pouvoir me rembourser parce que l'objectif du réseau Entreprendre, c'est quand même aussi que tu leur rendes leur argent. Bien sûr. Mais on est obligé de se poser la question, comment vous les avez eu, ces gens-là? Alors attends. Parce que vous étiez personne à ce moment-là. Personne à ce moment-là. C'est vraiment genre. Je me rappelle. Ah ouais, on a eu la BPI aussi dans tout ça. Ouais. En fait, quand on a fait ce premier événement, donc le Festival international du sushi, il y avait des personnes qui étaient là,
qui ont goûté et qui ont pris nos cartes. Nous, déjà, notre truc, c'était, tu vois, tu goûtes, tu prends la carte. Comme ça, tu t'en rappelles. D'accord. Tu pars pas sans avoir pris la petite carte, s'il te plaît, tu vois. Du coup, c'était vraiment la communication avant tout. Quand on a fait ça, on a eu notre premier client qui était la BPI. Je pense qu'ils étaient présents à ce moment-là parce que directement après, on a reçu un email disant, bah, on a telle et telle prestation. Est-ce que vous êtes OK, etc. Okay. Nous, on était là, bah, bien sûr qu'on est là, tu vois. Et donc, on a fait cette première prestation-là. Je crois que c'était pour une 40aine de personnes. C'était un déjeuner d'entreprise. Et eux, c'était des personnes qui étaient toutes dans d'autres entreprises aussi. Donc, finalement, quand on leur a fait leur déjeuner, eux-mêmes, pour leur propre entreprise, nous ont contactés pour d'autres événements. Et de fil en aiguille, en fait, notre bouche à oreille était hyper bien fitée. Il faut savoir que sur la première année et demie, donc je précise bien, on n'avait même pas de compte Insta ni rien du tout. C'était vraiment que du bouche à oreille. C'était voulu? Non, c'était pas vraiment voulu. C'était on voyait que ça marchait déjà le bouche à oreille. On voyait qu'on faisait un produit qui était super, que les gens nous recommandaient entre guillemets entre eux, et on cherchait pas non plus à avoir plus de clients que ça parce que encore une fois on était encore étudiants. Ouais. Du coup, en test, on était en phase de test, on testait un peu notre offre. Et du coup, la première année, on n'avait pas forcément besoin de communiquer à fond sur Savane et Mousson. Et de fil en aiguille, on voyait que les contrats étaient de plus en plus gros. On a eu un contrat avec Facebook qui nous a franchement énormément aidé. Eux, ils nous avaient commandé des prestations alors qu'on avait 3 mois d'existence toutes les semaines de l'été. Ça veut dire que, enfin, genre toutes les semaines, t'avais je crois que c'était 5000 personnes à nourrir, un truc comme ça. On avait 3 mois, tu vois. Moi, j'étais là, je tremblais. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et ils nous avaient prêté des cuisines. Et du coup, il fallait qu'on cuisine à cet endroit-là et qu'on délivre les repas aux gens, en fait, directement sur place. Ça, c'était une grosse rentrée de cash. Parce que bon, j'imagine que c'était pas que vous pour les 5000. Vous étiez l'un des prestataires. 5000 personnes, mais en gros, c'est pas tout le monde qui mangeait en même temps, et donc c'était sous format de rotation. Et non, on était bien le seul. Ah, vous étiez le seul. Donc vous avez nourri 5000 personnes, vous, une boîte pour 5000 personnes. Je pense pas qu'on ait fait 5000 couverts. Je pense qu'on était plus autour des 500, 500, tu vois, sur les 5000, parce qu'il y avait plein d'activités. Et donc, il y avait pas tout le monde qui venait. Les gens, ils venaient. C'était comme une sorte de jardin ouvert. Ils venaient, ils restaient 1 heure ou 2, mais bon, ceux qui restaient le plus longtemps, c'est vrai qu'ils avaient tendance à venir commander chez nous. D'accord. Ah, parce que je me dis, même souvent, tu vois, quand tu gères avec les grands groupes, ils demandent que les boîtes aient une certaine taille critique. Exactement, pour pouvoir. Mais ils nous ont fait confiance à fond, quoi. Enfin, mais comment tu l'expliques ça? Toi, t'as aucune explication rationnelle. Je peux même pas expliquer comment ils nous la ont bonne fait. Étoile. Ouais, je pense il y a de la chance, il y a du travail, mais il y a aussi beaucoup de chance. Ils ont cru en nous, ils se sont dit, bah eux, ouais, j'ai envie de leur faire confiance, j'ai envie de leur donner la chance. Et aussi, il y a le concept, parce qu'on n'en parle pas assez là depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que tu entends des gens qui font une fusion afro-asiatique, tu te dis, mais attends, j'ai pas bien entendu, genre, ils ont dit quoi, là? C'est exceptionnel. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Et donc, t'es curieux, t'as envie de découvrir, t'as envie de faire découvrir à d'autres, t'as envie de surprendre, t'as envie de créer quelque chose de différent. Alors là, directement, tu penses à nous. T'as envie de marquer les esprits, t'as envie de faire un truc qui change, qui est surprenant. Là, du coup, tu passes par Savane et Mousson. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont approchés. Et après, je t'ai dit, il y avait les contrats avec Amazon. Ils nous ont contactés aussi pour une prestation d'entreprise. Je crois qu'ils étaient 80 personnes. Et donc, au départ, c'est des petits volumes. Ouais. Mais ça nous a vraiment permis de nous mettre en jambes. Sur la première année, on avait déjà plus besoin de nous-mêmes d'investir dans notre projet. On avait nos payes de stage, on n'était pas payés non plus parce des que masses. Ça, vous étiez encore en stage. Ouais. Quand l'été, parce qu'en général, les étudiants, l'été, c'est la période de stage. Donc là, vous étiez encore en stage. Ou bien vous vous êtes recruté vous-même en stagiaire ou non, on était en stage dans d'autres boîtes. Et l'argent qu'on touchait, moi, je touchais 1600 € en stage, Julien, un peu plus. Mais tout ce que je n'utilisais pas pour moi-même pour, je sais pas moi, m'acheter des choses, bah, je le mettais dans Savane et Mousson au début. Au bout de 6 mois, je me rappelle qu'au bout de 6 mois, en fait, on n'avait plus besoin de nous-mêmes investir d'argent. L'entreprise, par elle-même, pouvait déjà faire ses propres achats, ses propres dépenses et commencer déjà à nous rembourser ce qu'on avait déjà investi. Mais concrètement, parce que t'es en stage toute la journée, tu reçois les commandes. À quel moment tu finis à 19h, 20h, parce que c'est des tafs où tu finis pas à 17h30. Ah non, oui. Tu vois?
Et après, t'enchaînes, tu vas dans la cuisine et tu fais le... Bah, c'était ça, ouais. On travaille toute la nuit. Parfois. Toute la nuit? Toute la nuit, parfois. Les commandes, j'essayais de les traiter sur mes pauses. Ouais. Une pause de midi. J'avais une pause de 12h30, je crois, à 13h45. Je traitais toutes les demandes potentiellement entrantes. Je prenais pas l'appel, évidemment, parce que j'étais au travail. Ouais. Ouais. Et aussi, il faut savoir que mes patrons n'étaient pas au courant de tout ce que je faisais. Ben, j'imagine. Et ni même mon école. Genre, pour moi, c'était impossible de le dire à qui que ce soit. Donc, les gens peuvent penser, oui, mais leur réseau, etc., d'école, etc., non, leur personne n'était au courant, parce que je me disais, si les gens sont au courant, ils vont penser que, par exemple, s'il y a un truc qui n'est pas fait ou un devoir qui n'est pas rendu, ils vont dire, ouais, c'est parce qu'elle a sa boîte et du coup, elle est pas concentrée. C'est ça. Et en fait, je voulais pas du tout de ça. Ou alors, par exemple, pour les travaux de groupe, parce que souvent, les travaux en école de commerce, c'était en groupe. Je voulais pas que les gens, ils se disent, non, je vais même pas avec Aïssata parce que sûrement, sa boîte, c'est plus important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, les gens n'ont jamais su. Et quand les gens ont su, je me rappelle, déjà, c'était l'année dernière. Après le diplôme, donc. Les gens ont su, après le diplôme, mes profs, quand ils ont su, ils étaient hyper choqués. Ils ont dit, mais c'est pas possible que tu sois, en gros, dans le top de la classe. Ouais. Et que tu aies ça à côté. Je comprends pas. Mon prof, il est venu ici. Il est venu là, il a dit, je veux voir, je comprends pas comment c'est possible. C'est incroyable. Et je lui disais, bah ouais, mais, enfin, quand les autres, ils allaient en soirée, boire des bières, etc. Moi, t'as vu, je rentrais chez moi, je bossais sur Savane et Mousson, et vers 5-6 heures du matin, je me réveillais plus tôt pour pouvoir continuer à bosser sur les cours, etc., réviser. Et à 8 heures, j'étais en classe, assise, en train d'écouter et en train d'enchaîner, quoi. Mais au Guranzan quand même, ou comment le Guranzan, c'est des vitamines, tu vois. Tu tournais à la vitamine ou tu tournais au même pas fortifiant. café. Ouais. Café obligé, parce que c'était dur comme rythme. Bah oui. Il y a même eu des moments où je sais pas, tu vois, il y a un moment donné où j'ai fait un malaise, tellement que je bossais, mais les nuits blanches et tout. J'étais sous nuit blanche. Je me rappelle, il y avait un client, on avait travaillé toute la nuit pour sa production, donc on lui livre le matin tout bien et tout, et genre je crois il nous appelle, il nous dit, en fait tout ce que vous nous avez livré, tout ça c'est terminé et tout, il faut recommencer. Et moi je me dis, mais comment je peux recommencer alors que ça m'a pris toute la nuit de faire ça? Il me dit, on recommence pour dans 1 heure. Je dis, non mais t'as pas idée, t'as pas idée de ce que t'es en train de me demander. Et là je dis un peu, il me dit, mais c'est la merde, comment on va lui dire que c'est pas possible et tout. Et là je tombe dans les pommes direct. Je tombe dans les pommes, j'ai dit, non, c'est trop dur pour moi. Au final, on a expliqué au client que c'était pas possible pour nous de pouvoir honorer ça, et donc lui il a compris, il a dit, ouais, j'avoue, je vous préviens 1 heure avant. Voilà, moi j'avais défini ces quantités là, c'est vrai que je peux pas vous prévenir non plus 1 heure avant. C'est lui qui avait mal estimé les quantités. Il avait mal estimé ses propres quantités, mais nous, tu sais, on avait peur parce qu'on se disait, mais normalement une entreprise, elle doit être capable de pouvoir délivrer, même s'il y en a plus pour le client, tu vois. Alors que non. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu peux pas donner ce que t'as pas, et surtout, moi j'avais plus d'énergie, enfin j'étais à HS, quoi, tu vois. Et donc le client, il a compris, il a dit, bon, ok, c'est pas grave et tout, pas de souci. Écoutez, la prochaine fois, je m'y prendrai plus en avant, je prendrai de la marge, etc. Parce que lui, il avait eu plus de monde que prévu aussi. Voilà. C'est aussi sa faute. Et vous alliez livrer et tout? Ouais. Ah non, moi non, parce que moi j'avais pas le permis. Ça, je précise. J'avais pas le permis, donc je livrais pas, mais Julien, il faisait toutes les livraisons et moi je faisais toute la cuisine. C'est comme ça qu'en fait on s'est réparti les tâches. Moi j'avais pas le permis, donc je pouvais pas aller livrer les clients, et moi je faisais toutes les préparations, toutes les commandes. Donc, je faisais absolument tout en cuisine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on regarde comment on se répartit les rôles avec Julien, c'est plus moi qui suis en cuisine encore aujourd'hui, pour former les nouveaux arrivants, pour donner les tempos, les normes, etc., ce qu'il faut respecter ou non. Il y a aucun métier chez Savane et Mousson qu'on n'a pas fait. D'accord. Dès lors qu'on recrutait une personne à un poste, il faut savoir que cette personne-là, on connaissait son métier de A à Z. Quand j'ai recruté mon premier cuisinier, il était à côté de moi, je le formais, je lui disais, il faut faire exactement comme ça, etc. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés, dans le sens où il y a aucun employé aujourd'hui chez Savane et Mousson qui peut dire, ah non, mais ça prend grave du temps, et ça, tu sais. Toi, tu sais. Je l'ai fait. Je l'ai fait, et je sais très bien combien de temps ça prend. Je l'ai vécu, pas une fois, pas 2 fois. Je sais de quoi je parle. Quand je te recrute et que je te dis que il faut qu'on fasse ça comme ça, il faut absolument que tu le fasses comme ça, parce que si je délègue, c'est parce que j'ai extrêmement bien compris la tâche et que je peux te la donner, parce que j'ai confiance et je sais comment faire, tu vois. D'accord.
Et donc ça nous a vraiment sauvés. On s'est jamais dit ah là on n'y arrive pas, on recrute. Si tu n'y arrives pas, il faut persévérer jusqu'au moment où tu y arrives. Et là tu recrutes quelqu'un pour lui dire c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est exactement comme ça qu'on s'est fait entre guillemets avec Savane et Mousson. C'est on apprend à faire. Et dès que tu sais faire, tu délègues. Ok. Et en termes de strats, je reviens un peu là-dessus. Est-ce que tu as utilisé des outils particuliers, type SWOT, PSTEL, tous ces trucs-là, ou t'es allé... Parce que j'ai fait un podcast il y a pas longtemps avec Duplex Camgan, qui est à la tête d'une startup qui s'appelle Studeli. Et je lui parlais de stratégie, il m'a dit ah vas-y laisse ça. Moi je charbonne, tu vois. Et c'est que maintenant qu'il a un board et tout, qu'il commence à faire de la strat, mais avant. Ouais, c'est dur à dire parce qu'en fait, on a fait des premiers business plans, etc. Encore une fois, dans le cadre de l'école, tu vois. Déjà. Mais si aujourd'hui tu prends mon business plan, tu le regardes et tu regardes Savane et Mousson aujourd'hui, tu vas me dire non, en vrai, c'est une autre quoi boîte. Ça, tu vois. C'est pas du tout ce qu'elle avait dit au départ. Et je pense que quand tu fais un business plan, bah tu te projettes, t'écris des choses, etc. Mais un business plan a vocation à évoluer beaucoup, tu vois. Totalement. Et il y a des gens qui vont te dire ouais, mais ça sert à rien du coup si ça évolue beaucoup. Et je suis entre guillemets d'accord avec cette théorie-là. Mais il n'empêche que c'est quand même nécessaire de savoir dans quel marché tu évolues, pourquoi tu fais telle et telle chose, quels sont les risques, etc. Donc c'est pour ça que tu parlais de PSTEL. Ouais. Maintenant, nous, même quand on a essayé de faire une étude de marché sur la cuisine fusion afro-asiatique en France, c'est mort. Crois-moi qu'on n'a rien trouvé. C'est mort, mais c'est mort. On a essayé. J'ai travaillé en cabinet de conseil aussi, dans le sein de mes expériences. J'ai la méthode pour pouvoir faire des études de marché des choses. C'était impossible de trouver la moindre information sur ce marché-là. Du coup, on s'est assimilé au marché de la restauration africaine. On a estimé le marché de la restauration asiatique. On s'est dit, voilà, quelles sont nos forces, nos différences, etc. On s'est évidemment posé ces questions-là. Mais c'était pas possible de venir avec un livrable qui te dit, voilà ce qu'il faut faire, tu vois. C'est même pour ça sur la qu'on a essayé restauration afro, il y a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de choses. Il y a pas grand-chose, hein. Il y a pas beaucoup de choses et vraiment, c'est très limité. Je sais qu'on a galéré, je crois qu'on avait trouvé un chiffre, c'était environ 15% la cuisine du monde par rapport au marché de la restauration global en France. Et grâce à ce chiffre, on a pu estimer notre marché potentiel, les parts de marché qu'on pouvait éventuellement prendre sur la cuisine du monde en Île-de-France. Mais franchement, c'était très au doigt mouillé, quoi. Ouais. Donc franchement, c'était pas la meilleure manière de faire. Moi, comme je t'ai dit, notre manière à faire, notre méthode à nous avec Savane et Mousson, c'était de créer un petit service traiteur, voir qui est notre cible, qui sont nos clients. Et nous, on a clairement identifié. Nous, nos clients, ce sont des personnes qui sont hyper ouvertes d'esprit, des voyageurs, des personnes qui ont un fort attrait avec la cuisine africaine ou asiatique, qui sont pas forcément africains ou asiatiques, mais qui ont un fort attrait vis-à-vis de cette cuisine-là. Et qui ont vraiment envie de changer. Ils ont envie de changement, ils ont envie de montrer que voilà, que la diversité est belle dans le pays et qu'il y a des belles choses qui se font au sein de la diversité. Et ça, c'est vraiment notre type de personnes qui commandent beaucoup chez nous. Souvent les grands groupes, quand tu regardes, bah c'est vraiment des personnes voilà, qui sont ultra axés diversité, méritocratie, ils sont ultra dans toutes ces choses-là et donc ils vont vraiment donner leur chance à des entrepreneurs comme nous et à des personnes qui ont un message fort d'intégration, d'inclusion et de promotion de la culture et de la diversité. Ah, c'est ça, tu penses, qui fait que vous avez un attrait particulier ou vous êtes particulièrement attirant pour les grands groupes. Ouais. Ouais, ces mots, parce qu'il y a des mots que tu emploies qui sont forts finalement. Inclusion, insertion, c'est des... Insertion de ouf. Enfin, là, on peut le voir grâce à nos recrutements. Nous, on recrute des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi, mais genre vraiment des personnes qui ont pas forcément hyper confiance en elles, mais qui ont un talent. T'as vu, tu es une pépite en réalité. Genre, je te regarde, je vois des choses que tu ne vois même pas en toi, tu vois. Je me rappelle, on a recruté un de nos premiers cuisiniers qu'on a recruté, il s'appelle Ibrahima.
Il vient du Mali, il est hyper jeune, je crois qu'il avait 19 ans à l'époque. Ok. Et il avait un vrai talent pour la cuisine. Il parlait pas hyper bien français. On avait fait passer plein d'entretiens à plein de gens qui frimaient un peu, qui connaissaient tout et tout. Et lui, il a dit, tu vois, et c'est à moi, je connais pas tout ça. J'ai fait un CAP cuisine. Mais t'as vu tout ça là, tout ce que tu me dis, je connais pas. Mais moi, juste en cuisine pour le test, tu vois. Tu vas voir. Et tu vas voir. Et tous les cuisiniers, ils avaient un test ce jour-là. Il a cassé le test en deux. Ah ouais? Il est venu, il a dit non, moi, t'as vu, tu m'apprends un truc, je vais te le faire, mais genre à la perfection. Et je sais pas pourquoi, genre j'ai bien aimé son, tu vois, sa hargne, sa confiance en lui et tout, tu vois, malgré tout. Il dégageait quelque chose de plus que les autres candidats. Et aujourd'hui, ce cuisinier, il est parti, mais il est parti pour une très belle raison, il est parti pour lui-même créer sa boîte. Et il nous explique, après 2 ans passés chez nous, il nous explique, il nous dit, franchement, vous m'avez tellement inspiré. Genre, en 2 ans, on a commencé, on était 3, genre 3, toi, moi et Julien, on se regardait, on se disait bon, et où sont les clients, tu vois? Et on est passé de ça à tout ça. Il a dit, t'as vu, non. Genre, moi aussi, il faut que je teste. Moi aussi, il faut que je teste. Et il a dit, non, là, c'est trop. Et il part sur les mêmes recettes que vous, ou sur le même concept? Non, il n'est pas du tout dans la cuisine. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, mais plus dans tout ce qui était vente parce que lui il est reparti au Mali d'ailleurs pour de la vente de véhicules. Il vend des voitures, il a acheté un terrain, il a dit non, t'as vu, je vais être dans l'entrepreneuriat, peu importe le secteur, j'ai une opportunité avec mon cousin, j'ai envie de tester tout ça. Et en fait vous lui avez montré que c'était possible. Ah mais c'est clair, c'est ça, c'est clair. Et je me suis dit mais waouh, c'est la plus belle démission que j'ai jamais eue de ma vie, quoi. Je me suis dit attends, oui, démissionne, va gros, tu vois. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner et tout. Et souvent il repasse quand il est en France, il vient voir nos cuisiniers, il dit alors et tout, c'est lourd, je vois que vous avancez de ouf et tout. Et franchement, c'est trop beau à voir. Moi, je pense que quand on recrute des gens chez Savane & Mousson, on recrute de véritables entrepreneurs qui, eux, ont la vocation à voler de leurs propres ailes. Et au départ, il faut savoir que lui, il n'arrivait pas forcément à s'exprimer, il n'arrivait pas forcément à trouver un travail, il n'arrivait pas forcément à convaincre un employeur. Et en fait, le fait que on ait contribué à un petit bout de sa vie et qu'on n'ait pu lui donner la chance de s'affirmer et de justement réaliser son propre potentiel. Pour nous, c'est démissionne, fait, genre c'est magnifique, genre vraiment. Mais comment t'identifies que les gens sont talentueux? C'est vraiment que par le test tout le temps? Ouais, tu sais que ce test-là, on l'a mis en place, on l'a jamais changé. Genre, t'as eu toutes les personnes qui travaillent chez Savane & Mousson et qui entrent en cuisine ou qui entrent en com ou qui entrent, je sais pas moi, sur la partie commerciale ou qui entrent en service. Ils ont tous un test différent en fonction du poste. Et on n'a jamais changé les tests. Et on s'est parfois trompé, c'est sûr, ça arrive de se tromper sur des recrutements, mais ceux pour qui on s'est pas trompé, tu vois, c'est des véritables pépites. Comment tu le décèles? Tu le décèles par rapport à la personne, comment elle se comporte, comment elle s'exprime, sa motivation, le pourquoi en fait elle a envie de rejoindre Savane & Mousson, l'intérêt qu'elle porte à ton entreprise. Quelqu'un qui vient et qui te dit voilà, j'ai regardé ça sur les réseaux sociaux, ce que ça m'évoque c'est ça, j'ai envie de faire pareil. Ou même il y a des personnes qui ont postulé chez nous qui disaient j'ai envie moi-même de lancer mon propre concept, mon propre projet. Notre meilleur cuisinier aujourd'hui, il est à Enghien-les-Bains. Il a lui aussi envie de lancer son restaurant après. Et donc, quand il a postulé, il l'a tout de suite dit. Et tu vois, ça, c'est le genre de profil qu'on va recruter à fond parce que, en fait, ils vont vraiment prendre le travail comme du plaisir parce que eux-mêmes, c'est leur ambition. Ils ont vraiment envie de faire ça plus tard, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on recrute. On recrute des gens qui sont comme nous, qui sont à la recherche d'aventures, de sensations et de nouveaux défis. D'accord. Et juste pour terminer sur la question entrepreneur et étudiant, je me dis, voilà, s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui se posent la question de comment faire pour cumuler les deux, qu'est-ce que tu leur dirais? Juste prenez beaucoup de vitamines ou t'as des tips d'orga, c'est ça? Prendre beaucoup de café, mais non, plus largement, je pense que comment on a fait pour s'en sortir vis-à-vis de ça, c'est qu'on a tout processé. Tu vois, moi, quand j'étais à l'école, il fallait bien que ça continue à tourner. Ça n'existe pas une boîte où le patron il dit je vais à l'école, salut les gars, débrouillez-vous. Donc on a appris le métier. Donc comme je t'ai dit, pendant longtemps on faisait tout nous-mêmes. Mais une fois que qu'on a eu assez d'argent pour pouvoir recruter, tout était noté quelque part. Je ne suis pas là, certes. Je suis en partiel, certes. Mais tu vois, regarde, j'ai tout noté, des étapes de tout ce qu'il faut faire, tu vois.
Et les process, ça, c'est vraiment très important dans le sens où c'est obligatoire qu'il y ait une sorte de cahier d'outils où les gens peuvent se référer. Et nous, on a utilisé tardivement Notion, mais avant on utilisait Word, etc. Mais là, dernièrement, on a tout mis notre cerveau sur Notion. Et tu cherches une information avant d'appeler Aïssata ou Julien. Regarde sur Notion, tu vois. S'il y a pas. Ça, c'est autre chose. Tu m'appelles, on va discuter, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est une véritable bible qu'on a créée sur notre espace Notion. Et ça nous emmène vers notre stratégie de développement qui est de passer le niveau de la franchise, passer le niveau de tout ça. Et aujourd'hui, tous les process de Savane Mousso sont rédigés et tu peux gérer la boîte sans nous. D'accord. Et ça montre que là, t'as prononcé le mot franchise. Jusqu'à présent, vous avez pas fait de franchise encore. Non, jusqu'à présent, en fait, ce qui est fou et ce qui impressionne beaucoup les gens, c'est que nous, on n'a pas eu d'investissement externe, on n'a pas eu d'investisseurs, on n'a pas levé de fonds. Tout ce qu'on fait, ouais. Jusqu'à présent, là? Non. On n'a pas voulu. Juste la banque? Ouais, juste la banque. Ok. Et encore la banque, vraiment, genre, par rapport à tout ce qu'on a créé, l'argent qu'on a levé, c'était vraiment pas énorme, tu vois. Comment vous faites? En fait, c'est ça le secret. On va avoir enfin le secret de Savane et Mousson après 50 minutes d'interview. Oh là, ça veut dire 50 minutes, mon Dieu. Non, en fait, le secret, encore une fois, c'est de tester avant de lever ou de faire un prêt bancaire pour que quand tu investis de l'argent, au lieu de faire x2, tu fais x10, tu vois. Et le truc, c'est que nous, quand on a testé l'offre traiteur, on a eu 30 000 € de la part du réseau Entreprendre. Et on a adossé ce prêt bancaire. Parce que dès que tu as le réseau Entreprendre, tu vas avoir en théorie n'importe quelle banque et elle fait x5 le prêt que tu as eu auprès du réseau Entreprendre. Donc notre premier prêt, il s'élève à 150 000 €. Avec ces 150 000 €, on a bâti Savane et Mousson d'aujourd'hui. On n'a pas relevé de fonds après ça, tu vois. Vous avez pas C'est-à-dire que 150 000 €, c'est pas grand-chose. Normalement, ça peut être un seul resto, normalement. Hein. Bah ouais, normalement, avec 150 000 €, un resto, tu fais un resto. Bah oui. Avec 150 000 €, on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. 4 restos, le food truck en plus. C'est ça. Le service traiteur, le labo, tout ça. Et finalement, c'est quand même beaucoup du bénéfice que vous générez qui vous permet de... Ouais, tout est basé sur les bénéfices. En gros, la structure de Savane et Mousson, c'est le traiteur. Le traiteur permet vraiment de financer tous les projets de Savane et Mousson. Les marges sont énormes sur le traiteur. D'accord. T'es sur des marges à parfois plus de 80%. Tout est facturé auprès du client finalement. Le client, il veut un verre d'eau en plus, c'est facturé et surtout c'est pas de la perte parce que s'il a demandé un verre d'eau, il aura un verre d'eau. Donc tu peux produire autant que tu veux, tant que le client a demandé, ça sera facturé, tu vois. D'accord. Ce qui est l'inverse de la restauration. La restauration, tu peux produire tout ce que tu veux. Si demain il y a une grève, c'est de la perte. Personne ne vient, c'est des pertes. Mais c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi vous êtes lancé dans le resto? Pourquoi on s'est lancé dans la restauration? C'était pour avoir un revenu constant. C'était pour avoir des revenus récurrents. Le traiteur, c'était très bien, mais très ponctuel. C'est-à-dire, tu pouvais avoir des mois à je sais pas combien, des mois un peu plus, des mois. Enfin, c'était vraiment en dents de scie. Ça dépendait des contrats que tu signes. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et surtout, ça te permettait pas d'employer des gens. Parce que pour employer des gens, il faut qu'il y ait des événements tous les jours. Faut que tu aies des événements tous les jours. Sinon, si tu n'as pas d'événements tous les jours, ça veut dire que tu payes un énorme salaire. Il y a des jours où la personne elle fait rien. C'est hyper dur. Du coup, on s'est dit, il fallait qu'on ait une activité tous les jours, donc de la restauration, pour que justement, quand il n'y a pas de traiteur, les restaurants peuvent éponger et absorber le salaire de ces personnes-là qui travaillent. Le cœur de Savane et Mousson, c'est le traiteur. Tout est orienté dans le traiteur. Tu viens au restaurant de Savane et Mousson, on va te dire qu'on a un service traiteur. Tu vas au bus de Savane et Mousson, on va te dire qu'on a un service traiteur. Le but, c'est que c'est comme si les restaurants étaient des vitrines de promotion du service traiteur. Tout ça, tout ce qu'on a fait autour de ça, c'est pour alimenter encore plus notre service traiteur. Et il y a plein de gens qui, soit ont consommé de nos produits au traiteur et qui viennent découvrir nos restaurants,
mais c'est plutôt l'inverse. Genre, il y a plus de gens qui viennent au restaurant et qui disent, ah ouais, ils ont un service traiteur. Bah, du coup, quand j'aurai un anniversaire, quand j'aurai un baptême, quand j'aurai un mariage, quand j'aurai un événement d'entreprise, je vais faire appel à eux. Alors que c'est pas la même expérience. C'est pas du tout la même expérience. Là, je vois, on est immergé, t'as les décos, les tableaux de Barossa. Quand t'es en traiteur, tu peux pas reproduire ça. Tu peux pas reproduire ça, mais après, on a notre déco, on a notre cadre, on a notre originalité aussi dans notre décoration. On a des plats qui sont hyper différents aussi. D'accord. Un peu plus haut de gamme, parce que du coup, on est sur des plus petites pièces. Mais du coup, t'as vu, dans une petite pièce, il faut qu'il y ait grave du goût. C'est-à-dire, quand tu prends n'importe quelle pièce de Savane Mousson Traiteur, il faut que tu sois ébloui par les saveurs qu'on te propose. Donc, c'est un condensé de saveurs dans des petites bouchées, mais tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles et tu te dis, ah ouais, d'accord, j'ai mangé un truc qui était vraiment bon dans cet événement-là, et c'était Savane Mousson qui avait fait ça. On a eu vraiment des très belles prestations avec plein d'entreprises différentes, et à chaque fois, soit ça ruisselle sur les restaurants, soit ces personnes-là elles recommandent encore une fois du traiteur. D'accord. Donc pour nous, c'est comme si tout ce qu'on a créé, c'était pour alimenter encore plus cette branche d'événementiel qui en soi, c'est elle qui finance toute l'activité de Savane Mousson. C'est grâce aux bénéfices du traiteur, et uniquement grâce aux bénéfices du traiteur, qu'on est capable chaque année d'ouvrir 2 établissements par an. D'accord. Et le traiteur, lui, existe depuis le début. 2019. Hein. Ah, depuis le début, ouais. C'est grâce aux bénéfices du traiteur qu'on a pu acquérir notre premier laboratoire de production, grâce au service traiteur aussi qu'on a pu acheter le restaurant dans lequel on se trouve actuellement à Paris, sans prêt bancaire. C'est grâce du coup au service traiteur également qu'on a pu acheter notre food truck, qu'on a pu développer aussi la branche street food encore plus avec un bus qu'on a à MK de bibliothèque. Ouais. Et ensuite, grâce aux bénéfices aussi, qu'on a pu investir dans le restaurant d'Anguin, qui est notre plus grosse dépense. Vu la taille du truc, je me dis waouh. Mais c'est uniquement grâce à ça, et c'est pour ça que tous nos employés, ils sont formés pour que tous nos clients soient au courant qu'il y a cette branche-là qui existe, et qu'il faut absolument que s'il y a un événement qui est en cours ou auquel ils pensent, eh ben voilà, il y a cette branche-là qui existe. D'accord. Et aujourd'hui, Savane Mousson, ça représente quoi en termes de nombre de salariés, en termes d'entité, en termes de chiffre d'affaires? Vous avez communiqué sur 2 millions récemment. Non, franchement, Savane Mousson, c'est énorme, parce qu'en fait, chaque année, on faisait x4 au niveau du chiffre d'affaires. Chaque année. D'accord. Du coup, je me disais waouh, c'est impressionnant au niveau de la croissance. L'an dernier, on a clôturé le bilan à 1,3 million. OK. Ce qui était pour nous, on savait même pas qu'on était à 1 million d'euros, on était là waouh, tu vois, genre on a beaucoup bossé certes, mais c'était pour nous impressionnant. Et cette année, on va faire encore plus, parce que c'est x4 encore. Faudrait que je regarde les chiffres. C'est vraiment pas mal. On a vraiment une belle progression, une belle croissance. On a ouvert de nouveaux points de vente. En totale exclusion, on ouvre un 5e en octobre. Okay. Donc franchement, c'est du sport. Pas loin de ici, là on est à Paris 11, mais on ouvre dans le 10e. D'accord. Aussi un autre établissement, c'est dans un food court, c'est pas un établissement à nous, mais on fait partie d'un food court, et donc on aura un point de vente aussi là-bas. Et du coup, c'était en termes de développement, ouais, c'est x4 chaque année en général au niveau du chiffre. Les employés, on a commencé la première année, on était 2, 3, enfin comme je disais, on a parlé d'Ibrahima un petit peu avant, on était 3. Ensuite on était genre 5, ensuite on était 8. Après 12, et là cette année on est 30. Je me dis mais comment ça se fait que 30, genre 30 personnes. Et à la fin du mois t'es là, tu payes les salaires, t'es là bon. Ça fait quand même beaucoup, et on a eu plein de problèmes en plus par rapport à ça, parce qu'on a grandi fort vite. Ouais. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à suivre. Je me disais mais t'as vu, les gens du staff, tu veux dire? Ouais, le staff, il a eu du mal à suivre. Le staff, quand je dis le staff, c'est pas la cuisine. La cuisine, on n'a aucun problème. Nos cuisiniers ils sont excellents dans ce qu'ils font. Là où on a eu le plus de mal, c'est sur les fonctions opérationnelles comme les serveurs. Ça, c'était vraiment le truc. Genre, à chaque fois, on avait des problèmes avec nos serveurs, dans le sens où on te vole dans la caisse, on est en retard
Enfin, plus qu'en retard. Le restaurant, il est censé être ouvert. T'as des clients qui t'appellent sur le standard. Je suis devant, le restaurant, il est fermé. Mais je me disais, c'est pas possible, quoi. Et ça, donc ça, c'est vraiment horrible. Parce que je sais que on a dit quoi? VHR? Non. CHR, ouais. CHR, voilà. On a trop de problèmes sur le service. Depuis le Covid même, c'est compliqué. C'est difficile de trouver des gens sérieux. C'est difficile, mais on tient le coup. On se dit, on va essayer de trouver d'autres solutions. Nous, on n'a pas spécialement augmenté les salaires ou quoi que ce soit. Nous, on a mis en place un système de primes, tu vois. Okay. Alors, par exemple, un truc tout con, tu es serveur chez Savane et Mousson. Est-ce que tu es là tous les jours? Est-ce que tu es là tous les jours à l'heure? Si tu fais rien que ça, déjà t'as une prime déjà. Parce que rien que ça, c'est pas gagné, tu vois. C'est déjà un exploit. Est-ce que quand tu viens au travail, est-ce que t'as bien ta tenue? Ça, t'as une prime aussi. T'as une prime. Rien que, tu vois, pour ça aussi, t'as une prime. Pareil, il y a des primes sur les ventes de desserts, t'as des primes sur le chiffre d'affaires, t'as des primes sur une grille de primes. Mais on était obligé de faire ça. Parce que en fait, les personnes qui nous volaient dans la caisse, etc., elles étaient payées entre guillemets grassement, tu vois. Mais ça ne leur suffit jamais, tu vois. Ouais, forcément. Mais au final, tu fais quoi? Enfin, tu peux pas t'en séparer parce que nous aussi, on a une politique où on recrute tout le monde en CDI. On se dit, quand on recrute quelqu'un, on se projette vraiment sur le long terme. D'accord. On lui demande ses ambitions, ses projets, est-ce qu'elle veut évoluer dans la boîte. On parle de toutes les perspectives d'opportunités d'évolution dans la boîte. On a on a des exemples de serveurs qui sont devenus responsables. On a des exemples aussi de commis qui sont devenus chefs de partie, chefs de cuisine. On a plein d'exemples comme ça dans l'entreprise. On a même l'exemple d'un alternant qui était d'abord au service et puis après il a demandé à faire une alternance en commercial et aujourd'hui c'est notre bras droit, tu vois. Genre il a fini en CDI chez nous. Et t'as vu, c'est la personne, quand je suis pas là, quand je suis au Botswana par exemple, c'est lui qui gère l'intégralité de l'entreprise. Il a commencé, il était serveur, tu vois. Et c'est des parcours comme ça qu'on essaie de créer et c'est pour ça qu'on a une politique où on recrute tout le monde en CDI parce que pour nous, tu vois, tu rentres, tu sors pas tout de suite, tu vois. Alors que c'est pas le comment dire, le truc du moment, quoi. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils restent 2 ans dans des boîtes, 3 ans max, après, ils partent. Vous, pour l'instant, vous n'avez pas 10 ans d'expérience, mais vous voulez vraiment faire en sorte de changer ça. Est-ce que ça passe pas aussi par la marque employeur? Comme vous avez une image un peu hype, les gens se disent, moi, je bosse chez Savane et Mousson, c'est... Exactement. C'est cool. La marque employeur, on est en train de bosser dessus en ce moment. On est vraiment dessus, là. C'est vraiment le moment de faire tout ça. Parce que aujourd'hui, on a des ambassadeurs de la marque. On a des employés qui sont passés par chez nous, qui ont des parcours qui sont quand même assez sympas, tu vois. Et on essaie vraiment de mettre en avant chacun de nos employés, chacun des parcours. Et c'est aussi pour ça que, au début, tu disais, oui, mais vous êtes bon dans la com, etc. Mais en fait, c'est pas nous. Ça, c'est vraiment la mise en avant de nos employés. C'est eux qui font le plus gros du travail parce que ce que je dis c'est réel, ils le vivent au quotidien et donc ce sont les meilleurs porteurs de notre message et c'est pour ça que ils sont tous hyper bienveillants à notre égard et ils se disent au vu de tout ce que Julien et Esther ont mis en place, il faut absolument que je me donne à fond parce que vu tout ce qu'ils me donnent comme opportunité, vu toutes les responsabilités, vu toute la confiance qu'ils placent en moi, je peux pas me permettre de entre guillemets faire n'importe quoi vis-à-vis d'un client, vis-à-vis de je sais pas, peu importe, mais en tout cas ils sont hyper reconnaissants et nous aussi on est reconnaissants envers eux parce qu'on estime que quand tu rejoins le bateau, tu rejoins pas un bateau, tu rejoins une fusée parce que c'est vrai que ça va vite. Et une fois que t'es monté à bord de la fusée, il faut... La fusée de la gastronomie afro-asiatique. Là, je pense qu'il va y avoir fusée dans le titre de l'épisode. Ah, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça va très très vite. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'opportunité de travailler dans des boîtes où vraiment t'as l'impression que tout va vite. Il y a des gens qui sont rentrés au mois de janvier, ils nous regardent aujourd'hui, ils disent mais tu vois, on a commencé l'année, on était 12, genre, on est 30, genre il y a des gens je les connais même pas. On a organisé un team building là en juillet, comme chaque année, on essaie de vraiment amener nos employés tous en vacances dans une énorme maison. On essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde se voit. Il y a des gens, ils se serraient la main. Ils se disaient bonjour. Et là, c'est con. Ils se sont jamais vus. Genre, on s'en rendait pas compte. Je dis, mais genre, vous connaissez pas. Mais tu sais, quand tu envoies sur WhatsApp et tout, en fait, c'est lui à qui tu parles, tu vois. Non, d'accord, en fait, c'est toi qui fais ça. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est vrai, c'est réel. En fait, j'ai l'impression que vous êtes une start-up
Alors que normalement, bon, la restauration, c'est pas exactement une start-up, mais c'est vrai. vous avez tous les codes de la start-up. C'est ce qu'on se disait. En plus, on se disait, en fait, on veut vraiment être une start-up de la restauration avec cette idée de bootstrap, de test, de valorisation des compétences, d'inclusion, etc. On se disait, mais en fait, nous aussi, on voit le truc un peu comme une start-up. Et c'est vraiment important pour nous parce que c'est vraiment notre image, en fait. Ouais. Mais t'as pas peur quand ça va trop vite comme ça? T'as pas peur de te dire, j'arrive plus à contrôler? Mais t'as vu, moi, je suis la personne, genre, justement, je suis trop en mode, Julien, ça va trop vite. Lui, il est là, mais non. Non. En fait, on est hyper différents, Julien et moi, dans le sens où lui, c'est lui qui a cet aspect un peu fonceur, fusé, etc. Il dégote des opportunités, il a pas peur, genre il a pas froid aux yeux. Et moi je suis la personne un peu qui va essayer de structurer, genre ok, t'as cette idée là, mais t'as vu, faut qu'on structure telle et telle chose. D'accord. Pour que ton idée, ton ambition puisse se réaliser, parce que c'est vrai que c'est dur au quotidien et on peut pas être deux fonceurs, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y en ait un, c'est vrai, qui soit plus fonceur que l'autre, mais derrière il faut que ça suive, il faut que ce soit structuré, il faut que les employés comprennent où est-ce qu'on a envie d'aller. Il faut qu'on rame tous dans le même sens pour pouvoir arriver à l'objectif. Et ça, c'est très important pour nous, quoi. D'accord. Et tu disais, au départ, vous aviez pas de compte Facebook, de compte. On parle même pas de Facebook. Je sais pas si t'as déjà eu Facebook. Si, j'ai eu Facebook. Si, okay. Bon. En tout cas, de réseaux sociaux. Mais moi, je vous connais comme étant un peu les petits chouchous de la com, tu vois, en tout cas du B2C. Donc, à quel moment vous êtes lancé sur les réseaux, première chose. Comment est-ce que vous avez pris le game des réseaux sociaux? Et si tu avais des conseils à partager à notre audience, qu'est-ce que tu leur dirais pour pouvoir reprendre le game comme vous le faites? Franchement, au début, moi, je voulais pas du tout me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je me disais, oh là là, encore, je vais devoir mettre ma tête, c'est chiant. Je me disais, mais attends, là, on vient de finir une production de toute la nuit, on va pas commencer à se mettre sur les réseaux sociaux et tout. Et j'avais vraiment du mal avec ça. Après, je me suis dit, mais en fait, si je me mets pas en avant sur les réseaux sociaux, qui va le faire, tu Totalement. vois? Ce qui va, genre, pourquoi je souffre si, en fait, les gens ne le savent pas, tu vois? Il y a personne qui sait que tu souffres au final, tu vois? Ok. Et quand je dis souffrir, c'est travailler, tu vois? Oui. Moi, je disais, là, on fait des trucs hyper chronophage, on se donne à fond, etc. Et il faut absolument le partager avec une communauté qu'il faut bâtir. Et en fait, ça, c'était vraiment, je pense, l'essence de tout ce qu'on a créé. On a décidé à un moment donné avec Julien, t'as vu, si on galère, il faut que les gens le sachent. Tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et il faut que les gens le sachent. Aussi. Que chaque produit qu'ils mangent, derrière, il y a énormément de travail. Et voilà pourquoi, et voilà comment on s'y prend. D'accord. Et donc, on a décidé de montrer, mais vraiment, toute nos galères, tout ce qu'on vit au quotidien, etc. Et les gens se sont intéressés à ça, quoi. Ils se sont dit, ah ouais, c'est comme ça quand t'es restaurateur. Ah oui, d'accord, quand tu vas en restaurant, il y a telle et telle démarche à faire. Je savais même pas, et tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé notre communauté. Et je pense le jour où ça a boomé, je pense, c'était au moment où on a ouvert ce restaurant-là justement à Paris, et où on a lancé une sorte de défi sur les réseaux sociaux. On disait, là, on vient d'avoir les clés du restaurant de Paris et on va l'ouvrir dans un mois. Tu vois, t'as les clés, tu l'ouvres dans un mois. Mais qui dit ça, tu vois? On fait pas ça. Normalement, on fait pas ça. Non, on fait pas ça, tu vois. Du coup, les gens se sont dit, non, ils vont l'ouvrir dans un mois. Vas-y, je suis chaque jour leur avancée. Et chaque jour, on rendait des comptes. On disait, jour 1, on a fait ça. Jour 2, on a fait ça. Jour 3, on a fait ça. On allait dans les magasins et tout. On disait, qu'est-ce qu'on choisit entre telle déco ou telle déco, etc. Et donc là, à ce moment-là, c'est vrai que les gens ont vraiment accroché au truc. Ils se sont dit, en vrai, les deux, c'est des grands malades, mais j'aime trop leur énergie. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et il y a des personnes qui ont tellement suivi, finalement, toutes ces choses-là qu'on a essayé de mettre en place, que quand elles sont venues au resto, elles se sont dit, finalement, vous avez choisi ce truc-là. Ouais, finalement, vous avez choisi ce truc-là. Dedans, c'était vraiment un peu le truc, tu vois, du build in public, les gens ont l'impression de faire partie de l'aventure Savane et Mousson à travers les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est la plus belle manière pour nous d'avoir fidélisé et construit une communauté. Après, c'est à double tranchant parce que nos visages sont partout dans le concept et partout sur les réseaux sociaux. Du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je me dis,
le personal branding, c'est essentiel, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup de choses de Savane et Mousson qui sont liées à notre personal branding, mais on a beaucoup de difficultés vis-à-vis de ça. Par exemple, déléguer la communication, c'est dur parce que t'as des les gens ils sont comme habitués à l'un ou l'autre. Exactement. Et ils savent très bien que c'est pas nous qui faisons les choses, tu vois. Ou ils savent très bien quand ils nous envoient un DM et que c'est pas nous qui répondons, tu vois. Moi, je sais que j'avais l'habitude avant quand un client nous envoyait un DM sur Insta, que le DM il était vraiment long, que je voyais que la personne elle avait vraiment pris le temps de détailler. Direct je lui faisais un vocal, je disais trop bien et tout, merci pour ton retour et tout, tu vois. Et la personne elle disait ouais, genre elle a vraiment pris le temps de lire, de me répondre, de lire. Ça donne et de la tout, considération à la personne. Exactement, tu vois. Mais l'agence ça va pas commencer à répondre en vocal avec les gens, t'as une perte de proximité quand tu délègues, et ça nous a, c'est pas que ça nous a dérangé, c'est juste que ça à prendre en compte quand tu bases tout sur ton personal branding. Tu vois. Du coup, aujourd'hui, on essaie de faire un 50-50. On essaie de déléguer un petit peu, mais pas non plus tout, parce que c'est vrai que les gens, ils ont envie de savoir qu'est-ce que Julien et Sada font au quotidien pour leur boîte, ou qu'est-ce que, à la limite, les employés font. Parce qu'aussi, on a beaucoup mis en avant les ambassadeurs, employés, etc., les ambassadeurs, voir à quoi ça ressemble dans les backstage de travailler avec Savane et Mousson. Et ça, je pense que c'est ce que les gens aiment dans tout ça. Sur LinkedIn, alors là, LinkedIn, les gens, ils aiment trop savoir nos galères, nos difficultés, tes posts et tout. C'est toujours intéressant, en fait, tu vois. Et LinkedIn, en plus, c'est un truc où tu lis beaucoup. Donc, je vois que vous faites vraiment des efforts, tu vois. Donc, on est dans l'aventure avec vous. Ouais, on essaie de partager le maximum de choses, parce que derrière l'ambition de Savane et Mousson, tu me demandais tout à l'heure l'ambition de Savane et Mousson, c'est vraiment, en fait, on a l'impression d'avoir fait plusieurs métiers, le traiteur, la restauration, les food trucks, etc. On a vraiment l'impression d'avoir acquis une expérience métier et d'avoir une technique pour aujourd'hui lancer un business. Aujourd'hui, ça me fait vraiment pas peur de lancer un projet, parce que je vois comment je vais faire, tu vois. Surtout dans la restauration. Et en fait, je me dis qu'on a intérêt à capitaliser sur cette expérience-là qu'on a acquise pour pouvoir apporter du soutien, de l'aide, des conseils à d'autres personnes qui souhaitent se lancer. Et peu importe le secteur dans lequel la personne veut se lancer. Nous, notre ambition derrière, ce serait vraiment de pouvoir créer une sorte de méthode ou de cours ou d'incubateur dans lequel tu pourrais venir et on pourrait t'aider du coup à créer ton projet. Et derrière, en fait, nous, si on trouve un projet cool ou si on trouve un projet hyper ambitieux avec des personnes avec lesquelles on match à fond, nous on se dirait qu'on serait prêt à investir dans le projet pour pouvoir développer à fond cette marque-là avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui à notre disposition et avec tout le capital humain et toutes nos connaissances pour pouvoir aider ce projet à avancer. Moi, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois, que Savane et Mousson aujourd'hui ça tourne, qu'il y ait pas de problème vis-à-vis des opérations, etc. Et que je puisse me concentrer sur le développement d'autres structures, d'autres marques, d'autres projets, parce que on sait qu'on a énormément de choses qu'on a apprises et acquises, et ce serait dommage de laisser ça dormir dans nos têtes. Non, totalement. Mais c'est quoi, du coup, la méthode Savane et Mousson, si tu devais dire? Parce que pour moi, c'est aller vite et aller fort. Pour moi, c'est ça votre méthode, mais au-delà de ça.